La population est appelée toujours à collaborer avec l'armée loyaliste FARDC. Qu'est-ce qui peut être fait pour consolider ces mariages civilo-militaires? Il faut seulement la sincérité. C'est ce qui a manqué toutes ces années. Donc, que ce soit les militaires, ils n'ont pas été sincères. Et la population n'a pas été sérieusement sincère. Nous souffrons de l'hypocrisie. Je vais m'expliquer. Si nos autorités trouvent que notre gouverneur, c'est avec son adjoint, ne sont pas à la hauteur, qu'ils puissent les changer. Parce qu'au risque de compliquer la situation, on peut voir la population marcher sous état de siège. Et lorsqu'on va disperser la population, le gouverneur risque d'être confronté à plusieurs fronts. Et maîtriser la population et poursuivre les miliciens, ça risque d'être une situation très difficile. Que pour une fois, si on arrive à renouveler, on ajoute encore les 15 jours, qu'ils viennent établir exactement ce siège à Beni ici, au cœur du problème. J'ai préféré quand je dis Beni et Ringeti, ça serait encore mieux. Parce que nous avons besoin de la collaboration entre les deux gouverneurs. Quels sont les vrais défis? Eh bien, les défis à relever, je ne vois pas que ce soit uniquement orienté sur le commandant seul, mais c'est une question de synergie, où tout le monde doit intervenir. Parce que pour décréter l'état de siège, il faudrait qu'il y ait déjà un plan stable, bien ficelé. Jusqu'aujourd'hui, notre gouverneur reste à Goma, avec son adjoint. Et le lieu du problème, la raison pour laquelle il devrait venir ici, nous ne voyons pas les gens. Les ADF continuent à opérer et ils continuent à tuer les gens. Que ce soit du côté Ituri. Ituri, quand même, il s'efforce un peu malgré, prêtez-moi l'expression, cette résurrection. Et je crois tout scientifique avéré a le droit de s'interroger parce que voilà 30 jours, selon la Constitution, et en clair, il n'y a rien. Chers internautes et youtubeurs de Léon Joléo, bienvenue dans notre émission. Nous sommes à Ville de Butembo, à l'est de la RDC. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous un analyste indépendant dans la ville de Butembo. Nous parlons sur l'état du siège et surtout les sécurités grandissantes dans la région de Beni, où les civils sont en train toujours d'être massacrés par l'ennemi de la paix, qui est l'ADF. Chers internautes de Léon Joléo, voici l'analyste indépendant qui est ici. Maître, bonjour. Bonjour, merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup pour la question. Sinon, si nous revenons sur notre présentation, elle peut être trop longue. Sinon, on nous appelle Billy Saassa Ndassissima. Et quand nous disons Billy Saassa Ndassissima, c'est tout le monde Ndassissima qui pose beaucoup de problèmes pour certaines personnes. Mais c'est un onande qui veut dire Ndassissima. Donc le ventre ne dit pas merci. Ça veut dire celui qui n'a pas peur. Et Billy, ça signifie la protection assurée ou la protection résolue. Je suis père d'une famille et j'ai des enfants. Merci. Et sinon, nous sommes maîtres, comme on te le dit. Donc, actuellement, nous prestons comme défenseurs judiciaires. Mais nous avons passé aussi les tests à l'avocature au niveau du barreau de l'Ituri, où nous avons reçu les tests. Donc, nous attendons la prestation des serments. Mais à côté de cet élément, nous sommes aussi scientifiques, parce que nous sommes aussi chefs de travaux à l'université Baptiste du Congo. Outre cette dimension, nous sommes aussi doctorants au département de droit public à l'université catholique du Graben et de Butembo. Voilà peu de mots ce que nous pouvons tenter de dire sur ce que nous sommes. Et politiquement, nous sommes analystes indépendants parce que nous n'avons pas encore eu le souci d'adhérer à un parti politique. Et donc, de ce point de vue-là, on peut préciser que
nous donnons nos analyses selon l'objectivité scientifique. Comment jugez-vous la situation sécuritaire en général à ville et territoire de Beni-Maître? Oui, merci beaucoup pour la question. Sinon, il faut préciser que l'insécurité est au niveau de la ville et du territoire de Beni remonte vers 1986-87 avec l'entrée de Zadef Nalou qui avait pris le pouvoir du président. Et lorsque le président Museveni avait pris le pouvoir au niveau de l'Ouganda, ils se sont retrouvés chez nous. Et d'ailleurs, il faut rappeler que dans les années 90, il y avait des moments où le président Mobutu envoyait des mirages passer ici pour aller attaquer. On disait qu'il y avait des rebelles du côté de Rwenzori là-bas. Mais actuellement, s'il faut que nous revenions aux faits par rapport à la situation du mouvement entre guillemets Adef Nalou, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui ont démontré qu'il y a encore une vraie difficulté sur l'identité réelle de ces gens. Et vous comprenez qu'avec cette situation, aujourd'hui, je peux dire que rien n'a changé. Donc de 2014 à 2021, rien n'a changé. Au besoin, c'est le chaos qu'on continue à vivre au quotidien avec tous les nombres qui sont à nos dispositions. Et par exemple, depuis que l'état de siège a été déclaré, et plus vraiment de 50 personnes tuées. Et bon, finalement, rien n'a changé et la situation sécuritaire inquiète. Parce que le problème persiste et on comprend que apparemment les médicaments qui devraient être ou la solution ou à terme des remèdes qu'on devrait administrer pour résoudre ces cas, apparemment on n'a pas encore touché la vraie cible, la cause. C'est comme s'il n'est pas encore touché. Maître, peut-on dire que les résultats des opérations Soukula 1 Grand Nord sont mitigés ou promettantes, maître? Non, pour être objectif, il faut dire que c'est mitigé. Et quand nous disons que c'est mitigé, ici nous voulons revenir sur une situation où on n'a pas le droit de perdre sa vie sans cause. Il faut perdre sa vie parce qu'on a été appelé par Dieu. C'est l'unique motif. Bien sûr, Dieu appelle de plusieurs manières, mais il ne faut pas forcer l'appel de Dieu. Et pourquoi je reviens sur ces éléments? Nous avons une armée capable qui nous a démontré ses capacités avec cette histoire du M23 par exemple. Et avec cette situation, nous avions vu une armée efficace, forte, qui dans 10 jours est en mesure de nous donner des résultats probants. Et donc, nous ne perdons pas confiance à notre armée. Mais voilà presque 6 à 7 ans que nous sommes confrontés devant une situation où pas de Sokola 1, je ne sais pas s'il y a Sokola 2, donc on change de commandement à commandement, mais on continue à tuer la population. Pour nous, dès qu'on tue même une seule personne, parce que la vie est sacrée, selon l'article 16 de la Constitution du 18 février 2006 et l'article 61 de la Constitution, toujours 18 février 2006, eh bien, la vie humaine est sacrée. Donc nous, quand on tue une seule personne, au motif qu'il y a des rebelles qui sont venus tuer les gens, ça signifie qu'il y a échec de l'opération. Et pourtant, on ne tue pas une personne, mais ce sont des milliers de gens qui sont en train d'être tués. Et donc, l'opération Sokola, si nous essayons un peu, ou les opérations Sokola, si nous essayons un peu de les évaluer, surtout par rapport à la situation de Beni, c'est un échec jusque-là. Comment vous analysez le changement du commandement des opérations Sokola? Oui, c'est une très bonne question parce que la population du Grand Nord Kivu, d'une façon générale, est en train de devenir très efficace. Ça signifie que la population commence à participer à la gestion de la chose publique. Parce que ce qui apparaît est peu réel et réaliste, il faut préciser que c'est comme si la population du Grand Nord Kivu avait laissé la politique à d'autres communautés de la RDC. Mais ça fait un moment où les gens ont compris que si nous laissons la politique, elle va s'occuper de nous. Lorsqu'on brûle par exemple les véhicules des commerçants, ils comprennent qu'il faut la politique. Parce que la politique, nous voyons, c'est la gestion de la chose publique, de ce qui appartient à tout le monde. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il nous faut assez préciser et revenir un peu à profondeur. Eh bien, la population du Grand Nord Kivu a connu beaucoup d'atrocités. Mais ce qui est réel, on a senti que
on a été obligé de prendre les choses à main. Nous avons assisté à des cérémonies ici ou des événements. Il faut bien parler plus d'événements et des journées villes mortes où finalement tout le monde a voulu s'approprier la question. Finalement, le président de la République est saisi et des mesures sont prises. Et parmi ces mesures, il faut décréter l'état de siège. Parce qu'à ce niveau-là, messieurs les journalistes, vous allez m'excuser parce que je vais me plonger dans ce que j'ai fait du côté d'école doctorale. Eh bien, finalement, lorsqu'on dit qu'on est sous état de siège, comme je suis assis ici, comme vous êtes assis là-bas, quelqu'un qui est sous état de siège, donc c'est quelqu'un qui est sous siège. Quand nous parlons des sièges, j'aimerais mieux utiliser le concept de la chaise. C'est quelqu'un qui est sous la chaise. Et donc, et pourquoi alors la population de l'Ituri, la population du Nord Kivu, la population du Grand Nord Kivu est sous état de siège? Pourquoi on nous met sous la siège? Sous le siège, voulais-je dire, donc sous la chaise, voulais-je dire. Donc vous comprenez que ça signifie qu'il y a des rapports qui ont été présentés qu'ici tout le monde serait peut-être milicien, pour qu'on nous amène même le chef de cellule militaire. Ça, c'est une démarche, vous allez nous excuser, voilà pourquoi j'ai dit je suis juriste de formation, mais si je suis dans une démarche un peu anthropologique, sociologique et même historique, afin qu'on comprenne en profondeur la question. Et c'est comme ça que je vois des opérations qui se passent au niveau des Béni. Et la population a pu comprendre cette dimension. Et finalement, nous sommes sous état de siège. C'est parce qu'il y a des rapports qui ont été présentés au président de la République. Et finalement, il faut nous assimiler, nous tous, aux miliciens à un certain niveau. Parce que c'est ce qui est grave dans tout ça. Communautariser les crimes. Considérer tout le monde comme étant milicien. C'est ce qui est très grave. Et donc, les résultats sont là. Là, nous sommes à 30 jours. L'état de siège, ça pose problème. Pour vous, quels sont les défis à relever par le nouveau commandant des opérations Soukoula 1 qui a pris les bateaux de commandement dans la région de Béni? Oui, c'est une très bonne question parce que bien sûr on a relevé, nous avons un nouveau commandant, comme vous l'avez dit. Ils ont défilé des gens qui avaient des compétences avérées, mais on n'a pas eu les résultats. Et vous savez, le nœud du problème, et nous continuons à estimer que lorsque vous n'avez pas bien identifié la cause, et même toute solution que vous pouvez donner, ça n'aura pas de résultats. Mais revenons sur la question, quels sont les vrais défis? Eh bien, les défis à relever, je ne vois pas que ce soit uniquement orienté sur le commandant seul, mais c'est une question de synergie, où tout le monde doit intervenir. Et je deviens clair sur cette question. Il y a de cela presque 2 mois, si pas 3 mois, j'ai effectué un petit déplacement vers le Graben ici. Il y avait l'un de mes clients qui était là, l'un des colonels des FARDC, il était à la ligne de front. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Il m'a montré des champs. Vous passez Boutunguera, vous descendez dans la vallée là-bas. Il m'a montré des champs, il me dit, bon, maître, ces champs ici, ce sont des champs des habitants de Béni, de Butembo, même de Lubero. Et c'est à peine quelques temps que nous avons chassé les ADF qui occupaient toutes ces parties ici. Et curieusement, il y avait quand même les champs des gens, par exemple, de nos contrées ici. Et c'est là où il y a cette question pertinente. Finalement, on se demande, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bon, finalement, pensez-vous que quelqu'un peut exploiter ce champ ici sans être à connivence avec ceux qui exploitent les champs? Je n'avais pas eu de réponse. Donc, vous comprenez qu'entre nous, comme disait même le général Maël, on ne peut pas avoir une insécurité persistante si on n'a pas de complices à l'interne. Ça, c'est un d'abord. Donc, ça signifie toute la population. On ne peut pas assimiler toute la population, mais nous prenons les brebis galeuses qui peuvent se retrouver au milieu de nous, d'accepter de ne pas collaborer avec ces gens. Ça, c'est d'abord un aspect, parce que sans renseignement, sans accompagnement de la population, même le nouveau commandant ne peut rien faire. Mais des deux, on est en train de décrire le problème de l'affairisme. Dans cette histoire de Béni où les militaires viennent, les commandants viennent, mais on sent qu'il y a une dimension de... C'est comme si les gens viennent chercher l'argent au lieu de venir sécuriser la population. Et je pense qu'il y a assez trop de rapports qui ont été produits. Et dernièrement, même lorsque l'état de siège était déclaré, on a trouvé même des collaborateurs
au sein même des FARDC. Et des gens qui ont été arrêtés, les autres envoyés à Kin, des gens qui fournissaient même la munition et l'ennemi. Vous comprenez qu'il a le général, il doit examiner et étudier sa propre case. Ça, c'est un élément aussi très important. Mais ce qui importe sur tous, nous voulons cet élan patriotique, qui réellement, il s'approprie la misère des gens du Grand Nord Kivu. Là, je parle, nous prenons Béniville, territoire, qu'ils s'approprient la misère et la souffrance que les gens sont en train d'endurer. Nous sommes parents. Vous égorgez la femme, et la femme qui appartient à quelqu'un, ses enfants, ses parents, et vous voulez qu'ils soient joyeux, qu'ils considèrent comme un non-événement. Or, le plus grand droit sur la terre, c'est le droit à la vie. Oui, maître, nous sommes toujours avec vous. La population est appelée toujours à collaborer avec l'armée loyaliste FARDC. Qu'est-ce qui peut être fait pour consolider ces mariages civilo-militaires? Bon, ce qui peut être fait, c'est une très bonne question. Il lui faut seulement la sincérité. C'est ce qui a manqué toutes ces années. Donc, que ce soit les militaires, ils n'ont pas été sincères. Et la population n'a pas été sérieusement sincère. Nous souffrons de l'hypocrisie. Je vais m'expliquer. Si nous revenons aux militaires, je me rappelle, il y a des moments où on disait, si vous donnez une information importante au FARDC, on va vous donner telle cagnotte. Faut-il me payer pour que je vive? Pour que je dénonce que celui qui veut m'égorger est derrière ma chaise ici, vous me donnez l'argent. C'est hypocrite. Et nous revenons par rapport à la population. Il est aussi évident, et ce sont des théories déjà vérifiées au niveau mondial, une insécurité ne peut pas faire 7 ans, 8 ans dans une zone où il n'y a pas de complices internes. Revenons sur le cas par exemple des États-Unis en Afghanistan et dans des pays, surtout arabes là-bas. Ils y sont. Mais qu'est-ce qui pose problème? La population ne s'est pas approprié l'aide de ces gens-là. Et voilà, les Américains sont décidés de retourner chez eux. Et c'est la même chose avec notre population. Et donc, les gens ne sont pas convaincus par les réclamations ou les réclamations des militaires. Parce que par exemple, il y a un détail important. J'arrive à Beni, il n'y a même pas un mois. Je pense que les affiches commencent à être touchées. Où finalement on dit je suis FARDC, je ne trahirai pas si ma nation. Bon, l'histoire comme ça. L'armée est censée être à la ligne de front pour fermer la bouche, écraser tout ennemi de la République. Mais l'armée tombe dans des propagandes. Et propagande dans une dimension je peux dire, l'armée devient la société civile. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, lorsqu'on demande à la population de collaborer, je me rappelle ici à Butembo, il y a eu des moments où la population a contribué, il y a eu de bien. Il y a eu des fousseaux qui descendaient de l'autre côté pour aller soutenir notre armée qui était sur la ligne de front. Et même soutenir peut-être les déplacés de guerre. Nous en avons même ici aujourd'hui. On veut qu'on collabore comment? Parce qu'il faut qu'on aborde chaque point. Donc l'expression collaboration, à mon humble avis, ce sont des faux fuyants. Parce que quand vous décrétez l'état de siège, ça signifie que vous mettez une catégorie de personnes sous une chaise parce que vous estimez qu'accepter qu'une partie de vos droits et libertés soit suspendue. Parce que nous, comme médecins, nous ne voudrons plus que vous puissiez vous déplacer, rester d'abord là-bas, même si vous allez crier, supporter cette situation. Et ça signifie qu'il y a eu des rapports et beaucoup d'éléments assez solides pour montrer que c'est ça exactement la précaution essentielle pour qu'on amène une solution durable. Alors, lorsqu'il n'y a rien dans ce sens, vous comprenez que ça pose problème. Et donc, la population, qu'est-ce qu'elle doit faire? La population collabore, elle partage les informations, les renseignements, mais cet échec, je pense, impute plus à notre gouvernement. C'est ce qu'on peut dire à ce niveau. Ah oui, maître, on peut dire que l'état du siège est une réponse à la sécurité qui se vit dans les Nord Kivu et à Ituri.
À mon humble avis, la réponse est non. Comme. Bien que ce soit constitutionnel, l'article 85, 86, 144, 145 de la Constitution du 18 février 2006, je peux dire qu'un ADEF, un milicier dans la brousse, ce n'est pas parce qu'il vient d'écouter le mot état de siège. Le concept état de siège n'est pas une stratégie militaire. Et je vais m'expliquer. État de siège, c'est un concept. Comment vous pouvez dire arme. Où je peux illustrer bien mon exemple. Quelqu'un a froid et vous lui amenez une photo du feu. Et vous dites non, non, restez devant cette photo, vraiment vous aurez la chaleur. C'est exactement le concept d'état de siège. Et donc, quand nous voulons nous cabrer autour de ces concepts, ça pose de sérieux problèmes. Donc, si nous entrons en profondeur, il faut dire qu'un milicien ne va pas fuir la brousse, tout simplement parce qu'on a décrété l'état de siège. Vraiment, jusque-là, c'est encore les Français. État de siège. Le mot état de siège n'est pas une bombe. Le mot état de siège n'est pas une prison. C'est encore les Français. Et le concept état de siège, sans accompagnement militaire ou sans stratégie militaire efficace, on peut faire 1000 ans, sinon il y aura toujours le chaos. Oui. Oh, oui, le gouverneur militaire n'a jamais été à Beni. On peut dire que c'est un mauvais départ, maître? Bon, dire mauvais départ, je ne sais pas. Nous avons estimé que c'est lieutenant général. Il est presque au plafond des grades au sein de notre armée. Et nous avons du respect pour lui, son excellence le général militaire. Mais le fait pour lui de ne pas être à la ligne de front, seulement utiliser ces concepts, ça commence à décevoir la population. Ah oui, l'éruption volcanique à Goma a attiré l'attention de toute la population de l'Est, de la RDC, qui est peut-être la priorité pour le gouverneur militaire Costa Ndima. Si nous revenons dans les termes clairs, le gouverneur militaire est venu pour mettre fin à la guerre, ou je peux dire à l'activité des forces négatives. Nous voyons les ADF et même des miliciens, tous les Maïmaï et tous les autres voyous et autres qui ont insécurisé notre province. Lorsqu'il reste à Goma concentré par exemple sur la question du volcan, ça il faut laisser aux scientifiques. Bien sûr, ça a de l'impact comme autorité et ça peut perturber les conditions quotidiennes de la population. Mais pour être assez trop réaliste, nous aimerions voir le gouverneur à Beni. C'est là qu'il devrait être. Il est venu pour la guerre. Ce n'est pas pour l'administration. L'administration, c'est un deuxième ou troisième élément exactement de sa mission. Il est venu pour mettre fin à la guerre. Et lorsqu'il reste à 350, 365, 370 km de lieux, je peux dire, de crimes, ça pose des problèmes. Nous savons que dans les massifs Walikale, il y a des problèmes. Mais je pense que ce qui a plus attiré la déclaration de l'état de siège, il y a une délégation qui est partie à Kin. Et lorsqu'on a présenté la situation au président, avec tous les éléments qu'il avait aussi, donc c'est surtout la question des Beni. Donc lorsque son excellence, le gouverneur militaire, reste au niveau de Goma, ça pose de sérieux problèmes. Et donc la population se sent orpheline. Et quand je dis elle se sent orpheline, elle sent qu'avec, donc avant et avec état de siège, c'est la même chose. C'est pour ça que nous avons l'autorité qui est venue pour apporter une solution urgente, veut travailler comme si nous sommes en situation ordinaire. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas digestible. Et donc, avec le renouvellement peut-être, je ne sais pas si on va ajouter encore 15 jours au niveau du Parlement, mais nous aimerions voir le gouverneur établir son état et major, et même vraiment là où il reste, à Beni, sur la ligne de front. Ça, vraiment, nous en avons tellement besoin. Parce que du côté Ituri, par exemple, il y a quand même quelques résultats. Nous avons des informations, comme je vous ai dit dans ma présentation, et j'ai passé mon test du barreau au barreau de l'Ituri. Mais nous n'avons pas été en mesure d'aller prêter serment à cause de l'insécurité. Mais quand même la route, parce que j'étais victime, je me rappelle lorsque j'ai quitté Komanda pour aller à Bunia vers Marabo là-bas, nous étions assiégés par les miliciens Tchineklima là-bas, plus de 200 peut-être personnes. Et c'est peut-être Dieu qui nous a sauvés pour nous retirer de cette situation. Donc vous comprenez qu'avec cette dimension,
là quand même on sent que cette route est ouverte, on sent que du côté de Bunia, en allant vers Mongwal de l'autre côté, il y a quand même quelques actions, mais soyons honnêtes, au Nord Kivu, voilà les 30 jours, il n'y a rien. Donc du point de vue aspect sécuritaire, il n'y a rien. Bien sûr, suivant l'ordonnance du président de la République, il avait demandé que nous puissions accompagner l'action du gouverneur militaire, de l'état de siège, donc même tous les acteurs politiques, la population, que nous ne puissions pas nous exprimer de façon à décourager ce qui s'est fait, mais objectivement, on n'a rien vu. Ah oui, il y a des morts. Les sacs continuent toujours à couler. Avant-hier, il y a eu une septantaine de civils tués à Boga, ici en côté, et à Tchabi. Et notamment, même aujourd'hui, il y a au moins 9 morts. Donc, les sacs continuent à couler. Maître, quand vous voyez vos parents, vos enfants, vos petits frères, vos sœurs sont en train d'être toujours massacrés. Quelle analyse? Quand vous voyez ceci, qu'est-ce que vous passez? Non, la réalité est simple. Le concept état de siège, je répète, n'est pas une bombe. Si on décrète l'état de siège sans accompagnement, ce n'est que de l'histoire, ce n'est qu'un discours. Et c'est la question que nous nous posons nous tous. Est-ce que notre gouvernement a eu le temps, avec nos experts d'armée, de mûrir cette question? Parce que pour décréter l'état de siège, il faudrait qu'il y ait déjà un plan stable, bien ficelé de notre armée pour dire que non, c'est l'armée qui devrait plus proposer au président de la République, décréter l'état de siège là-bas, parce que par rapport à notre plan, s'il y a état de siège, voilà les résultats que nous aurons. Mais selon ce que nous voyons, apparemment, on est en train encore de construire de nouvelles stratégies à pleine exécution déjà de l'état de siège. Et ça devient inquiétant. Et donc, je veux remercier des faits clairs. Jusqu'à aujourd'hui, notre gouverneur reste à Goma avec son adjoint. Et le lieu du problème, la raison pour laquelle il devrait venir ici, nous ne voyons pas les gens. Les ADF continuent à opérer et ils continuent à tuer les gens. Que ce soit du côté Ituri. Ituri, quand même, il s'efforce un peu malgré, prêtez-moi l'expression, cette résurrection. Et si vous voyez bien, ça commence à revenir, il y a quelques coins. Mais nous nous posons la question, est-ce que l'armée avait un plan clair pour proposer exactement au gouvernement, au président de la République, que si vous décrétez l'état de siège, vraiment ça sera le seul point qui manque à notre tableau de reconstitution pour que nous apportions une solution durable. C'est cet tâtonnement-là qui nous pousse exactement à nous interroger. Est-ce que l'état de siège n'est pas plus politique que sécuritaire? Et je crois tout scientifique avéré a le droit de s'interroger parce que voilà 30 jours, selon la Constitution, et en clair, il n'y a rien. Oui, maître, nous sommes vers la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à lancer aux téléspectateurs ou même aux autorités qui nous suivent maintenant? Oui, c'est une très bonne question. Je peux dire qu'au niveau de surtout des autorités, je vais revenir sur l'état des sièges. Si nos autorités trouvent que notre gouverneur, c'est avec son adjoint, ne sont pas à la hauteur, qu'ils puissent les changer. Parce qu'au risque de compliquer la situation, on peut voir la population marcher sous état de siège. Et lorsqu'on va disperser la population, le gouverneur risque d'être confronté à plusieurs fronts. Et maîtriser la population et poursuivre les miliciens, ça risque d'être une situation très difficile. Et donc, si le gouverneur n'est pas vraiment suffisamment à la hauteur, qu'on les change. Ou si il a trouvé beaucoup de défis au même moment, que pour une fois, si on arrive à renouveler, on ajoute encore les 15 jours, qu'il vienne établir exactement ce siège à Beni ici, au cœur du problème. J'ai préféré quand je dis Beni et Ringeti, ça serait encore mieux. Parce que nous avons besoin de la collaboration entre les deux gouverneurs, parce que les rebelles peuvent quitter Nord Kivu pour se retrouver dans l'Ituri, ils fuient l'Ituri pour revenir au Nord Kivu. Si on n'arrive pas à maîtriser aussi ce contrôle-là, arriver à les encercler, ça peut nous poser des problèmes. Deuxièmement, quand vous lisez l'ordonnance qui portait les mesures d'accompagnement, on peut dire que c'est toute l'ordonnance qui décrétait l'état de siège,
on a interdit au parquet civil de fonctionner. Or, en matière civile, comme en matière de divorce et autres, le ministère public doit être là. Les magistrats du parquet sont chez eux à la maison, du parquet civil. Et voilà pourquoi les tribunaux ne peuvent pas siéger sans les magistrats du parquet. Et ça handicape. Celui qui voulait divorcer a de sérieux problèmes, il y a des conflits fonciers, nous savons comment ça ronge vraiment nos zones. Alors avec cette dimension, nous demandons exactement au président du Conseil supérieur de la magistrature, au ministre de la Justice, même à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre des mesures exactement nécessaires et dans l'urgence, afin que les procès civils continuent à être bien organisés ici. Troisièmement, là je suis vraiment dans l'œil de la justice, nous prenons l'auditorat militaire. Actuellement, l'auditorat commence à être submergé. Il faut qu'on soit objectif. Ça signifie l'OPJ lui a seulement le droit de garder chez lui quelqu'un dans 48 heures. De passer, il doit l'envoyer au parquet. Et c'est comme ça que nous voyons, et pourtant ici à Butembo, nous n'avons qu'un seul magistrat militaire. Et donc vous comprenez que il n'est qu'entouré que des inspecteurs, les en faisant les stages, et c'est dans cet environnement, l'état des sièges, il faut qu'on renforce en effectif, en personnel, et même nos auditorats, nos juridictions militaires, afin qu'il n'y ait pas entrave pour le fonctionnement de la justice. Même conséquence, nous revenons sur les cachots par exemple. Les cachots là de l'auditorat, je ne pense pas que ça soit réservé pour 10 personnes. Mais imaginez tout le monde arrêté ici, que vous tourniez un peu vers Mangouréji, pas vous tournez un peu, ils sont enfermés là-bas. Donc ce qui était destiné pour 10 personnes, peut-être ça peut avoir même 80 personnes aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'avec tous ces éléments, ça pose de sérieux problèmes. Et enfin, ce que je peux demander à la population, c'est de collaborer avec nos services. Mais jusque-là, je pense que la population était disciplinée. C'est l'armée et le gouvernement qui viennent d'échouer dans ces 30 jours d'état de siège. Et nous leur demandons de faire mieux. Merci maître, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci maître. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Aussi à vous, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis à la présentation. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele. Au revoir.